Asma? Oui, merci, professeur Roumari. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Oui, vous voyez l'écran. Donc, merci pour cette première collaboration entre l'Amicale des endocrinologues de Casa et l'Association marocaine de cardiologie, que je remercie au nom de leur président, le professeur Shraibi et le professeur Roumari. Et c'est un grand plaisir d'avoir parmi nous notre maître, le professeur Soulami. Donc, vous m'avez demandé de parler de la gestion du patient diabétique à haut risque cardiovasculaire. Quoi de neuf à la lumière des nouvelles recommandations autour d'un cas clinique? Je remercie aussi les laboratoires Novo Nordisk pour avoir sponsorisé cette assise. Donc, j'ai pris comme exemple un patient, un exemple de patient qu'on voit chaque jour à la consultation de diabète, d'endocrinologie et de cardiologie. Donc, c'est Monsieur Samir, 56 ans, comptable, diabétique de type 2 depuis 6 ans. Il est traité par metformine 2 grammes par jour depuis 5 ans. Donc, une année, la première année, c'était juste des mesures hygiéno-diététiques. Il a un déséquilibre glycémique puisque l'hémoglobine glyquée est à 8,1% avec la glycémie à jeun à 1,80 g. Donc, il a comme facteur de risque cardiovasculaire associé une HTA contrôlée et traitée par Zartan et inhibiteur calcique. Il a aussi une dyslipidémie, mais le LDL, il est à l'objectif, il est à moins de 0,55 mg par litre. Il est sous aspirine, 100 mg par jour. Il a un surpoids limite obésité puisque l'IMC, il est à 29 kg par mètre carré. Il a déjà fait un infarctus du myocarde et il a un débit de filtration glomérulaire à 45 millilitres par minute, donc une insuffisance rénale modérée. Donc, le problème pour ce patient, c'est que l'hémoglobine glyquée est supérieure aux objectifs à 8,1%. C'est un patient qui est à remotiver pour la prise en charge de son poids. Il est à la limite de l'obésité et c'est un patient qui est inquiet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il consulte par rapport à ses antécédents cardiovasculaires et ses facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, quel objectif, la première question à se poser, c'est quel objectif en hémoglobine glyquée chez ce patient diabétique, sachant que le contrôle glycémique du diabétique est primordial. Il faut à chaque fois se rappeler qu'à la base, c'est une hyperglycémie qui est la cause de toutes ces complications micro- et macro-angiopathiques. En effet, il y a l'étude UKPDS qui a montré le bénéfice du contrôle glycémique précoce. Et on le voit bien dans le groupe traitement intensif, à rappeler que traitement intensif, ça ne veut pas dire que l'hémoglobine glyquée est vraiment inférieure à 6,5, non. Ce groupe-là, ils avaient donc une hémoglobine glyquée aux alentours de 7,4. Et pour le groupe traitement conventionnel, l'hémoglobine glyquée était aux alentours de 8. Donc, de 8%. Donc, chez ces patients-là, chez les patients qui sont sous traitement intensif, il y a eu donc une réduction de l'incidence de toutes les complications liées au diabète de type 2, de la microangiopathie et aussi donc de l'infarctus du myocarde. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette intensification du traitement initial et précoce donc, a permis donc de maintenir ce bénéfice au niveau cardiovasculaire et microvasculaire, puisque donc, il y a eu donc, un bénéfice donc, au niveau donc, de toutes les complications du diabète, de la microangiopathie et de l'infarctus du myocarde 10 ans après l'arrêt de l'étude. Les sociétés européennes de cardiologie et d'endocrinologie recommandent d'individualiser l'objectif glycémique chez le patient diabétique. Ça veut dire que l'objectif n'est pas le même chez les patients, tous les patients diabétiques. Si on cible une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, ça veut dire qu'on va permettre d'éviter les complications microvasculaires et aussi les complications macrovasculaires. On va aussi permettre l'aggravation de ces complications si elles existent, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas donc d'hypoglycémie. Et le professeur Shraibi a insisté sur l'hypoglycémie. Nous aussi, on insiste sur l'hypoglycémie qui est à éviter donc, chez ces patients parce que l'hypoglycémie va décompenser une cardiopathie ischémique, elle va à travers donc, le trouble du rythme ou d'autres hypothèses, elle va aussi aggraver une microangiopathie, notamment une rétinopathie diabétique, elle va entraîner aussi une phobie des hypoglycémies et donc une polyphagie et une prise de poids et donc un déséquilibre glycémique, elle va aussi donc entraîner une obésité avec l'insulino-résistance. L'objectif en hémoglobine glyquée, il va tenir aussi compte
des comorbidités, de l'ancienneté du diabète. Et il est classique de dire, et là si on se souvient des résultats de l'étude VADT, donc là, un diabète qui évolue depuis plus de 12 ans, donc il faut éviter de faire baisser l'hémoglobine glyquée à moins de 6,5. La présence de comorbidités cardiaques, vasculaires, rénales, et aussi, donc, il faut tenir compte de l'âge. Et comme exemple d'objectif glycémique qui va différer selon le profil du patient, là, on a deux exemples. Les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, une maladie rénale, et la femme enceinte. Chez le patient qui a une insuffisance rénale chronique modérée, l'objectif en hémoglobine glyquée est inférieur à 7%. En cas d'insuffisance rénale sévère ou terminale, donc là, l'objectif est à moins de 8% parce que dans cette catégorie, chez cette catégorie de patients, il y a donc un risque d'hypoglycémie qui est très important. Par contre, chez la femme enceinte, une femme enceinte diabétique, avant d'envisager la grossesse, l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 6,5%. Et durant la grossesse, le contrôle glycémique, il est plus strict puisque l'hémoglobine glyquée, elle doit être inférieure à 6,5 et la glycémie à jeun inférieure à 0,95 g par litre et la glycémie postprandiale 2 heures après inférieure à 1,20. Donc là, l'objectif, il est variable en fonction donc du profil du malade. Et je vous rappelle que notre patient a une insuffisance rénale modérée parce qu'il a un DFG à 45 ml par minute. En fait, le bénéfice cardiovasculaire est limité du contrôle glycémique. Intensif, ça veut dire qu'on s'acharne à avoir un équilibre glycémique parfait avec une hémoglobine glyquée à 6,5. Et donc là, c'est le cas donc, des patients diabétiques qui font un infarctus du myocarde ou un AVC ou autre et qui s'acharnent à faire baisser donc, leur glycémie et leur hémoglobine glyquée. Et il y a cette méta-analyse des 4 grandes études chez le patient diabétique de type 2, Accor, Advance, l'UKPDS et des vétérans américains. Et l'objectif de cette méta-analyse, c'est de préciser l'effet de la baisse du glucose sur les événements, la survenue des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, il y a pratiquement 27 000 patients diabétiques de type 2 et les groupes comparés sont les groupes sous traitement intensif et le groupe sous traitement qui est moins intensif avec un contrôle glycémique moins intensif. Et donc, le résultat, c'est que l'effet modeste le bénéfice, il est modeste d'un équilibre glycémique parfait sur les événements cardiovasculaires majeurs, la mortalité d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non fatal et l'AVC non fatal, alors que sur toutes les causes de mortalité, donc il n'y a pas d'effet d'un équilibre glycémique parfait. Par contre, on augmente donc le risque d'hypoglycémie. Chez notre patient, donc, l'objectif en hémoglobine glyquée, c'est d'avoir une hémoglobine glyquée entre 6,5 et 7%, qui est valable chez la majorité des patients diabétiques. Et cette valeur-là va permettre d'éviter les complications micro- et macro-angiopathiques et d'éviter leur aggravation avec donc bien sûr, avec une condition, c'est qu'il n'y ait pas donc de risque d'hypoglycémie. Et quand on traduit cet objectif en hémoglobine glyquée en glycémie capillaire, ça veut dire que notre patient doit avoir des glycémies à jeun inférieures à 1,30 et des glycémies postprandiales inférieures à 1,60 et la glycémie au coucher ne doit pas dépasser 1,50 g. En fait, l'hémoglobine glyquée, elle a des limites. En effet, parce qu'on parle de plus en plus de la variabilité glycémique. Un patient équilibré doit avoir ce qu'on appelle 70% des glycémies dans la cible, dans le timing range. C'est-à-dire qu'il doit avoir moins de 30% des glycémies au-delà de la cible qui est 1,80 g et moins donc d'hypoglycémie, moins de 4% donc d'hypoglycémie pendant la journée. Et c'est pour ça que lorsque des patients ont des signes d'hypoglycémie avec une hémoglobine glyquée à 7%, ça veut dire qu'ils font aussi des hyperglycémies et ça veut dire qu'il faut faire un contrôle continu des glycémies. Et là, au Maroc, on dispose donc de beaucoup de moyens pour surveiller donc ces glycémies. À côté donc de l'objectif glycémique qui chez notre patient doit être inférieur ou égal à 7% et supérieur bien sûr à 6,5, il faut la stratification du risque cardiovasculaire chez ce patient.
Et donc, je reviens sur ce qu'a dit professeur Schraibi. Et là, donc, là aussi, Paul Valencier a fait une synthèse de la stratification du risque cardiovasculaire chez le diabétique. Et comme vous l'avez bien signalé, il n'y a pas donc de risque faible. Dès qu'on est diabétique, on démarre par un risque cardiovasculaire modéré. Et là, donc, il y a une synthèse donc, de cette stratification. Le risque modéré se voit chez le sujet lorsque le sujet est jeune, c'est-à-dire un diabète de type 1 âgé de moins de 35 ans, un diabète de type 2 âgé de moins de 50 ans, avec une durée de diabète de moins de 10 ans, sans autre facteur de risque cardiovasculaire, sans atteinte d'organes. Donc, le risque élevé, lorsqu'on a une ancienneté du diabète qui est supérieure ou égale à 10 ans, et lorsqu'il y a un facteur de risque supplémentaire et sans atteinte d'organes. Donc, les facteurs de risque sont essentiellement l'âge, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabac, l'obésité et la microalbuminurie. Le risque, il est très élevé en présence de maladies cardiovasculaires établies, symptomatiques ou non, en prévention primaire s'il existe une atteinte d'organes, c'est-à-dire une protéinurie, un DFG inférieur à 30, donc une insuffisance rénale sévère, une hypertrophie ventriculaire gauche ou une rétinopathie diabétique sévère. Donc là, en présence aussi de 3 facteurs de risque supplémentaires, et chez le patient diabétique de type 1, de survenue précoce, il y a plus de 20 ans. Et comme vous le constatez, donc là, c'est une classification, c'est une stratification qui souffre de certaines limites. Parce qu'on peut avoir des patients diabétiques avec une ancienneté du diabète de plus de 10 ans et avec seulement 2 facteurs de risque, comme on peut avoir un patient diabétique qui a une ancienneté de diabète de 8 ans avec 1 ou 2 facteurs de risque. Et donc là, ils sont pas. Donc là, cette classification, donc, elle a quelques limites. Mais le plus important, c'est entre le risque cardiovasculaire élevé et le risque cardiovasculaire très élevé, il y a cette atteinte d'organes. Et donc, chez cette population-là, une exploration cardiovasculaire complémentaire s'impose et des objectifs thérapeutiques plus stricts et plus exigeants. Et aussi, il y a une place importante des nouvelles thérapeutiques anti-hyperglycémiantes et on n'a pas beaucoup le choix. C'est soit l'analogue du GLP-1, soit l'inhibiteur du SGLT2. Chez notre patient, donc, il est à risque très élevé étant donné l'antécédent d'un infarctus du myocarde. Et donc, on arrive à ce nouveau paradigme dans la prise en charge du patient diabétique en 2021 et qui a démarré depuis 2019, mais la prise en charge des patients diabétiques, elle se fait essentiellement avec une concertation donc du patient. L'objectif est de baisser les complications et aussi, bien sûr, tenir compte de la qualité de vie et du bien-être du malade. Et quand on voit les orientations du choix du traitement en rouge, donc là, le choix du traitement va dépendre de l'hémoglobine glyquée initiale et l'hémoglobine glyquée cible, puisque nous, on sait que chaque anti-hyperglycémiant a un pouvoir hypoglycémiant et un pouvoir de baisse de l'hémoglobine glyquée à 1%, à 1,5, à 0,6, à 0,8. Et donc là, il faut choisir donc le meilleur anti-diabétique qui va atteindre cette cible en hémoglobine glyquée. Bien sûr, il faut tenir compte du poids, il faut éviter les médicaments qui vont entraîner une prise du poids et il faut aussi donc tenir compte du risque d'hypoglycémie puisque l'hypoglycémie est grave, que ce soit sur le plan complications, que ce soit sur le plan prise en charge de la maladie. Les comorbidités aussi, l'atteinte cardiaque et rénale, la facilité bien sûr et le coût essentiellement donc pour les médicaments qui ne sont pas remboursables. Et donc, la prise en charge du patient diabétique, si les objectifs du traitement du diabète sont restés donc, pratiquement les mêmes, à savoir la prévention des complications, l'optimisation, bien sûr, et le choix de l'antidiabétique, est important. Et donc là, il y a l'ADA 2021 qui a donné cette classification ou cet arbre décisionnel pour la prise en charge donc, des patients diabétiques qu'on va voir donc, en détail. Et c'est ces recommandations qu'on suit dans notre pratique quotidienne. Donc, démarrer essentiellement par la metformine et les mesures hygiéno-diététiques chez tous les patients. Et donc, pourquoi? Donc, démarrer l'hygiène de vie
est indispensable, donc, ainsi que la metformine. Les modifications donc, du style de vie sont intéressantes. La perte de poids de plus de 5% est très bénéfique chez les patients diabétiques. Euh, Autrefois, on exigeait plus de 10%, puis par la suite, plus de 7%. Et là, donc, on est de moins en moins exigeant. On est donc là, une perte de plus de 5% est aussi bénéfique donc, chez les patients. Et l'alimentation méditerranéenne, basée sur de l'huile d'olive et donc des fruits à coque. Et comme vous voyez sur les recommandations donc, européennes de cardiologie et de diabétologie et l'American Diabetes Association, il n'y a pas donc de régime keto, il n'y a pas de régime du camp, il n'y a pas de régime végétarien, c'est l'alimentation donc méditerranéenne qui a fait ses preuves dans la diminution et la prévention donc des maladies cardiovasculaires. Ne pas conseiller la consommation donc, du tabac. Et donc, au niveau de ces recommandations, ils ont insisté sur l'arrêt du tabac. Tous les moyens sont possibles pour arrêter le tabac, donc les patchs et autres, et même la cigarette électronique. Là aussi, donc, le café et thé pour leur effet antioxydant. Il y a une étude finlandaise qui a montré comme quoi il y a une diminution du risque cardiovasculaire et des maladies cardiovasculaires avec la consommation de 3 ou 4 tasses donc, de café ou de thé par jour. Donc, pourquoi la metformine donc, en première ligne, donc, qui reste le gold standard dans la prise en charge des patients diabétiques, associés donc aux mesures hygiéno-diététiques. Donc, la metformine est à préférer comme traitement initial pharmacologique chez le diabétique de type 2. Et la metformine donc, doit être continuée et ne contre-indique pas l'association avec tous les autres médicaments, y compris donc l'insuline. Une bithérapie, metformine et autres antidiabétiques sera indiquée lorsque l'hémoglobine glyquée est initialement élevée. La metformine est aussi indiquée pour la prévention donc, du diabète de type 2, donc essentiellement lorsque l'IMC est supérieur à 35 kg par mètre carré, lorsque l'âge du patient est inférieur à 60 ans et aussi donc, chez les femmes qui présentent un prédiabète avec un antécédent donc, de diabète gestationnel. La seule précaution à prendre avec la metformine, c'est essentiellement quand le patient présente une anémie ou quand il présente une neuropathie, il faut doser la vitamine B12 puisqu'il y a une diminution donc, de l'absorption de la vitamine B12 lorsque la metformine est prise au long cours. Et donc, pourquoi la metformine reste en première ligne avec les recommandations donc, de l'ADA? Parce qu'elle a permis, donc, parce qu'il y a des études, il y a essentiellement l'UKPDS. Donc, c'est une étude qui a regroupé 300 dans le bras metformine 342 patients diabétiques de type 2, nouvellement diagnostiqués. Et dans cette étude, donc là, il y a une diminution de la morbimortalité de 30 à 40%, avec une réduction donc significative du risque des infarctus du myocarde de 39% et aussi donc de la mortalité globale de pratiquement 36%. Ces effets de la metformine ont été constatés aussi dans l'étude UKPDS 10 ans après l'étude. Il y a aussi le registre REACH qui a inclus pratiquement 19 600 patients diabétiques avec antécédents, avec maladies athéromateuses. Et là, il y a une réduction donc, de la mortalité que vous voyez en bleu de 24% sous metformine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet effet protecteur de la metformine a été validé aussi chez les patients qui présentent une insuffisance rénale modérée et qui présentent aussi une insuffisance cardiaque. Donc, la metformine agit par divers mécanismes qui peuvent expliquer cet effet protecteur, l'amélioration du profil lipidique, l'effet favorable sur la fonction endothéliale, sur l'homéostasie et la fibrinolyse, les effets anti-inflammatoires et les effets aussi antioxydants. Donc, la précaution à prendre dans l'utilisation de la metformine, essentiellement, donc autrefois, on arrêtait la metformine lorsque le DFG était inférieur à 60 ml par minute. Là, entre 60 et 45 ml par minute, on continue la prise donc de la metformine, mais il faut faire donc avec la même posologie, mais il faut faire donc une surveillance de la fonction rénale tous les 3 à 6 mois.
Par contre, lorsque le DFG est inférieur à 45, donc là, il faut surveiller tous les 3 mois la fonction rénale et il faut donc diminuer la posologie de 50% ou bien donc, voilà, donc de 50%, c'est-à-dire 1 gramme ou pratiquement 1,5 gramme selon la posologie initiale. Et rappelez-vous, chez notre patient, donc là, le DFG était donc est à 45 millilitres par minute, et donc ce qui va conduire à la diminution donc, de la posologie de la metformine à 50%. La metformine aussi a un effet sur la baisse de l'hémoglobine glyquée, avec une réduction, utilisée seule, une réduction de 1,1%. Et lorsqu'elle est associée à d'autres antidiabétiques oraux, la baisse elle est de 1%, et avec l'insuline, elle est donc de 0,8%. Donc, les événements gastro-intestinaux secondaires à l'utilisation de la metformine entraînent rarement l'arrêt de la metformine. L'idée, donc, c'est de démarrer très progressivement la posologie à 500 mg, puis augmenter progressivement jusqu'à 200 mg, jusqu'à 2000 mg, 2 grammes ou 2,5 grammes. Au-delà de 2,5 grammes, il y a plus d'effets indésirables et il n'y a pas donc de bénéfice particulier sur le plan donc, hémoglobine glyquée. Le choix du traitement qui va être associé à la metformine donc, va dépendre de l'objectif. Est-ce que l'objectif est de minimiser le coût? Est-ce que l'objectif est de minimiser la prise de poids? Est-ce que l'objectif, bien sûr, est de diminuer le risque d'hypoglycémie, de protéger la maladie rénale, de protéger le rein parce qu'il y a une maladie rénale, l'insuffisance cardiaque, ou de protéger donc l'athérosclérose, l'atteinte cardiovasculaire chez les patients donc, qui ont des événements cardiovasculaires. Donc, chez notre patient, donc, on est devant un cas ou une situation où il y a déjà une maladie athérosclérotique et qui est donc l'infarctus du myocarde. Donc, on est limité aux patients avec maladie athérosclérotique. Donc, la maladie rénale, donc là, on est essentiellement au niveau chez un patient qui présente une maladie athérosclérotique. Et donc, plusieurs médicaments après l'événement de la rosiglitazone, la FDA a exigé donc, des études de sécurité cardiovasculaire. Et donc là, pratiquement tous les médicaments sur le marché, il y a des études donc, qui ont prouvé soit la sécurité de ces médicaments, soit donc le bénéfice. La sécurité a été retrouvée avec les inhibiteurs de la DPP4, elle était aussi retrouvée avec la carbose, elle était aussi retrouvée avec les insulines, la glargine avec l'étude Origine et la degludec avec l'étude DEVOT. Alors que la protection cardiovasculaire est donc l'effet des deux médicaments et la protection, la cardioprotection et le bénéfice est l'effet donc des deux médicaments, les analogues du GLP-1 avec l'étude LEADER et aussi donc les inhibiteurs des SGLT2 avec l'étude EMPA-REG Outcome pour l'empagliflozine, avec l'étude SAVORTIMI pour la dapagliflozine et avec l'étude CONVAX pour la canagliflozine et d'autres études qui ont été déjà citées par professeur Chalabi, la DAPA-HF, Empereur, Crédence, donc pour l'insuffisance rénale essentiellement. Donc chez notre patient, on a le choix entre l'utilisation de l'analogue du GLP-1 ou l'utilisation donc d'un inhibiteur donc de SGLT2, alors que dans notre contexte, on n'a pas l'AMM pour la prescription donc, des inhibiteurs des SGLT2 chez des patients qui ont un DFG à moins de 60. Et donc là, ces deux médicaments donc, ont un mode d'action qui est différent, mais des résultats qui sont similaires. Comme vous le savez, les inhibiteurs des SGLT2 sont des diurétiques métaboliques. Ils vont augmenter l'élimination donc, du sucre au niveau des urines. Donc, le glucose va être éliminé avec du sodium, ce qui va permettre une réduction des fluides, un effet hémodynamique et un effet positif sur le métabolisme cardiaque. Les analogues du GLP-1
du GLP-1, particulièrement donc le liraglutide qui est prescrit qui est disponible depuis plus qu'une dizaine d'années chez nous, donc a un effet anti-athérosclérotique, un effet anti-inflammatoire et aussi donc un effet de réduction donc, de l'agrégation plaquettaire. Et donc, l'analogue du GLP-1 va agir sur différents organes cibles. On va commencer par le pancréas. Il va augmenter la sécrétion d'insuline. Il va aussi, par son biais, il va augmenter donc la consommation du glucose par le muscle et donc diminuer l'insulinorésistance, diminuer la production du glucose au niveau hépatique et il va aussi diminuer l'appétit et il va avoir un effet sur la vidange gastrique à tel point que le malade a cette sensation donc de plénitude gastrique donc, et cette faim qui n'existe pas chez les patients diabétiques de type 2, elle va être encouragée, elle va être présente sous analogue du GLP-1, en plus donc de l'effet cardioprotecteur. Donc c'est un effet cardiaque et c'est aussi un effet vasculaire via des récepteurs qui sont présents au niveau de l'endocardium, de l'endocarde, au niveau aussi de l'endothélium et aussi au niveau donc du cardiomyocyte. L'effet, il est direct sur le cœur à travers les récepteurs, et comme il peut être à travers donc indirect, à travers la sécrétion donc d'insuline, et c'est un effet de déseffondrement métabolique. Et là, il y a aussi une action sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a une natriurèse, il y a une dilatation, une diminution de la pression artérielle par une vasodilatation, un effet de diminution de satiété, anti-inflammatoire, hypoglycémie, absorption donc du glucose et antiplaquettaire. Et on a l'impression que l'analogue du GLP-1 va agir sur tous les constituants et tous les facteurs impliqués dans la formation de la plaque d'athérome, à tel point que l'analogue du GLP-1 mérite d'être prescrit chez les patients à haut risque vasculaire, plutôt en plus donc, des patients qui sont à très haut risque vasculaire. La présence donc, des facteurs de risque cardiovasculaire donc, va entraîner la formation donc, de la plaque d'athérome. Et là, on a une action sur toutes les composantes et on va avoir une réduction de l'athérosclérose, de la plaque latérale et une stabilisation donc, de cette plaque. Il y a même donc, des études qui ont montré comme quoi sous l'iraglutide analogue du GLP-1, il y a donc une diminution donc, de la taille de l'infarctus du myocarde. Il y a l'étude LEADER qui a montré donc, les résultats de ce mode d'action de l'analogue du GLP-1. C'est une étude qui a inclus 9340 patients à haut risque vasculaire avec antécédents de maladies cardiovasculaires, à très haut risque cardiovasculaire, antécédents de maladies cardiovasculaires âgés de plus de 50 ans ou de plus de 60 ans, avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, les patients, en plus de leur traitement standard cardiaque et diabétique, et antidiabétique, donc ces patients ont été mis sous analogue du GLP-1 ou placebo. Et donc, on a analysé essentiellement donc, la mortalité cardiovasculaire et on a constaté qu'il y a une diminution significative de la mortalité cardiovasculaire de 22%, une diminution aussi de 13% donc, de la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non fatal et de l'AVC, les critères composites du MACE, et aussi donc les critères composites, le MACE élargi à la revascularisation, l'hospitalisation pour angine de poitrine, une réduction de 12%, et aussi donc la mortalité donc, de toute cause, en plus donc de la protection rénale, l'apparition de la microalbuminurie, le doublement de la créatinine, le passage à l'insuffisance rénale terminale et aussi donc la mortalité rénale avec une réduction donc, de ces événements rénaux de 22%. Il y a aussi un effet sur les complications microvasculaires, essentiellement donc la rétinopathie et aussi donc l'atteinte rénale. L'analogue du GLP-1 a aussi donc un pouvoir de baisse de l'hémoglobine glyquée qui a été comparé donc au sulfamide, à une baisse donc de l'hémoglobine glyquée de 1% et sans qu'il y ait donc de prise du poids et une baisse de l'hémoglobine glyquée comparée au inhibiteur des SGLT2 et à l'inhibiteur de la DPP4 de 1 à 1,18%. On a donc une baisse de l'hémoglobine glyquée, on a donc une baisse du poids et on a aussi
l'absence donc d'hypoglycémie. Et donc, pour notre patient, monsieur Samir, âgé de 56 ans, donc là, on a préconisé l'initiation donc de liraglutide, l'initier à 0,6 mg par jour en injection sous-cutanée, avec donc une titration à 1,2 mg par jour après une semaine. Et donc, l'évolution après le liraglutide ajouté à la metformine, c'est la progression après l'initiation de liraglutide. On a eu un effet, initialement, il y a eu des nausées passagers, mais par la suite, une réduction de l'appétit. La glycémie à jeun à 8 semaines était à 1,10 avec une diminution donc, du poids. Il a perdu 6 kilos, ce qui est très intéressant chez les patients diabétiques. L'hémoglobine glycée à 3 mois est aux alentours de 7,2%, avec une perte de 10 kg. Et à 6 mois, donc on a atteint l'objectif en hémoglobine glycée sans hypoglycémie et avec une perte de poids donc, de 14 kg. La perte de poids, elle est recherchée chez les patients diabétiques de type 2 puisqu'elle va entraîner ce désencombrement métabolique. Je vous rappelle qu'on a diminué la metformine à 1 g et on a gardé le liraglutide à 1,2 mg. Au cas où les objectifs en hémoglobine glycée ne sont pas atteints chez des patients dans la même situation, donc ce qui nous reste, c'est d'ajouter une basale pour intensifier le traitement, soit de la glargine, soit bien sûr donc la déglucidine. Donc en conclusion, le contrôle glycémique permet la prévention des complications du diabète. L'atteinte de la valeur cible de l'hémoglobine glycée est primordiale. Elle est aux alentours de 7% chez les patients diabétiques à haut risque et à très haut risque en dehors de quelques situations donc, de complications vraiment terminales. Donc, il faut à chaque fois se rappeler qu'à la base, et initialement, c'est le déséquilibre glycémique qui a entraîné toutes ces complications micro- et macro-angiopathiques et qu'un déséquilibre glycémique qui persiste va entraîner l'aggravation de ces complications et l'apparition donc d'autres complications. Le risque cardiovasculaire doit être évalué chez tout diabétique de type 2 en y intégrant l'atteinte d'organes et l'ADAM et l'EASD et l'ESC, les sociétés européennes de cardiologie et de diabétologie, fournissent un outil qui guide le choix des anti-hyperglycémiants. Et lorsque le risque cardiovasculaire est très élevé, la place des nouveaux anti-hyperglycémiants est indispensable et discutée. Le liraglutide, agoniste du récepteur du GLP-1, ayant démontré son bénéfice à une place privilégiée en présence d'une maladie athérosclérotique clinique ou asymptomatique pour réduire l'incidence d'événements ischémiques étant donné donc l'effet anti-athérogène. Je vous remercie.